Il faut savoir que, selon les chiffres officiels, une personne sur 6 est handicapée en France. Il représente 12 millions de personnes handicapées, ce qui est énorme. C'est vraiment une bonne partie de la population française qui est handicapée. Chaque année, soit ma femme, soit moi-même, on allait intervenir dans l'école et on expliquait ce qu'était que le handicap de notre enfant. Et notamment, on finissait toujours par ce n'est pas transmissible. Vous n'allez pas l'attraper. À travers ma conférence, je voudrais déconstruire le fait qu'avoir une personne handicapée dans son équipe, ça ne doit pas être un problème si on met en place des aménagements de poste. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour vous parler d'une mini-série qu'on est en train de faire sur les speakers de Tech Rock Summit 2023. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir échanger avec Emmanuelle Aboaf et nous allons pouvoir échanger sur son talk qu'elle va pouvoir faire au Tech Rock Summit qui a lieu du 7 au 8 décembre 2023. Donc je suis Jean-Laurent de Morlon, je suis le VP Engineering de Docker. J'ai la chance de pouvoir piloter les équipes d'engineering de Docker depuis quelques années maintenant. Mais aujourd'hui, c'est pas de moi qu'on parle, c'est d'Emmanuelle. Emmanuelle, est-ce que tu peux te présenter? Merci Jean-Laurent, merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Emmanuelle Aboif et je suis développeuse depuis une dizaine d'années. Depuis peu, j'ai intégré la société qui s'appelle Shodo, qui est une ESN très militante sur les questions d'inclusion dans la tech, dans la diversité, la justice sociale, parce que c'est vraiment important d'aborder ces sujets-là dans le milieu de la tech. Et je suis également sourde de naissance avec 2 implants cochléaires. Et en fait, les 2 implants cochléaires que j'ai, ce sont des appareils auditifs un peu plus développés. Je me considère un peu comme une bionique grâce à mes implants cochléaires. Voilà la petite touche d'humour là-dessus. Bon, super. Bon, alors, non seulement j'interviewe Emmanuel, mais Emmanuel Bionic. Super. Bon, parfait. Emmanuel, qu'est-ce qui fait qu'on discute aujourd'hui pour ce podcast? Alors, certes, tu vas nous faire une intervention au Tech Rock Summit dans quelques jours. C'est pas par hasard qu'on t'a invité aujourd'hui et qu'on t'a aussi invité à parler au Summit. Au Summit, je pense qu'il y a une vingtaine de speakers, donc il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, j'ai envie de dire, voilà, quel est ton parcours qui nous a permis d'aujourd'hui de discuter tous les deux? Eh ben, écoute, ça fait depuis peu, je suis oratrice. C'est vrai que j'ai commencé à me faire connaître seulement depuis l'année dernière. Et j'ai eu envie de prendre la parole pour parler d'inclusion dans la tech, notamment sur le sujet du handicap. Parce que c'est vrai, c'est un sujet, on n'en parle pas suffisamment. Et en fonction de mon expérience, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le métier et j'ai pu voir tout ce qui s'est passé à travers mon expérience professionnelle et à travers d'expériences de d'autres personnes. J'ai envie d'aborder le sujet, aussi bien sur le handicap, sur l'accessibilité numérique, l'intelligence artificielle au service du handicap. C'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et qui sont vraiment d'actualité. Et vraiment, je milite pour qu'il y ait une meilleure inclusion des personnes handicapées au sein de la tech. Et non pas seulement dans la tech, il y a aussi d'autres secteurs d'activité. Hein. Il faut penser que ça se limite pas forcément à la tech. Je pense que c'est pour ça qu'on est venu me chercher. Merci beaucoup à Noémie notamment de m'avoir invité à donner ce sujet au sein de Texas Summit. Si vraiment je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment un honneur pour moi de parler de tous ces sujets-là avec vous. Tu as commencé un peu à en parler un petit peu. Tu vis toi-même une situation de handicap de ton côté et quelque part, tu présentes quand même aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en situation de handicap et qui finalement ne font pas de speak ou n'ont pas la possibilité ou n'ont pas pris le choix d'être un speaker aujourd'hui. Donc déjà, moi, je suis bluffé. Moi, j'ai une de mes enfants qui est en situation de handicap et moi, je l'avais fait lors des répétitions là pour les auditeurs. Là, j'avais fait venir mon enfant écouter Emmanuel pour lui montrer, regarde, c'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu peux pas faire des choses comme les valides. Elle était super motivée. Donc déjà, merci pour ça. Mais de manière plus générale, j'ai envie de dire, quand les gens ne savent pas trop ce que c'est que les situations de handicap, en général, ils pensent soit au petit logo bleu qu'on met sur les voitures ou des gars qui se déplacent en fauteuil roulant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, voilà, pour les gens qui
comprennent pas vraiment ce que c'est que le handicap et comment gérer ça. Est-ce que voilà, comment tu peux nous expliquer ça à ta manière? Bien sûr, avec plaisir. Il faut savoir que, selon les chiffres officiels, une personne sur 6 est handicapée en France. Il représente, 12 millions de personnes handicapées, ce qui est énorme. C'est vraiment une bonne partie de la population française, qui est, handicapée. Et il faut savoir que le handicap, ça ne concerne pas que le fauteuil roulant. On estime que 80 des handicaps sont invisibles, ce qui est énorme. Donc oui, quand on voit le handicap, on voit souvent des handicaps qui se voient, comme le fauteuil roulant ou les personnes avec une canne ou d'autres outils qui permettent de se déplacer au quotidien. Mais le handicap invisible, on sous-estime vraiment parce qu'il y a plusieurs handicaps. Par exemple, la surdité avant de me connaître, avant que je parle, vous me voyez une personne normale, vous savez pas que je suis sourde. J'ai certes un accent, on me croit que je viens d'un pays étranger, donc souvent on me demande si je suis anglaise. Et je leur dis non, c'est un accent venant de ma surdité parce que j'ai dû apprendre à parler depuis mon enfance. Et donc là, quand ils apprennent ça, les gens, ils sont stupéfaits. Je dis, ah, tu es sourde. Et oui, et donc la surdité, ça fait partie de la famille du handicap. Il y a aussi, par exemple, les personnes autistes. L'autisme est aussi un handicap. Là aussi, c'est difficile de détecter la personne est autiste. Donc voilà, ça fait partie des handicaps invisibles. Et vraiment, on sous-estime et on voit les gens qui ont une carte de mobilité inclusion et qui marchent sur leurs deux jambes. Ils disent, mais non, t'es pas handicapé. Alors que on peut avoir des maladies invalidantes, des handicaps modernes, comme les personnes qui ont des tremblements ou les maladies Parkinson qui les empêchent de se déplacer correctement et qui peuvent pas rester debout longtemps. Ils ont besoin de s'asseoir. Donc voilà, c'est pas parce qu'on marche sur deux jambes et on a deux bras où ben, notre corps il va bien, intérieurement on va bien. Ah, c'est ça le handicap invisible. Moi, j'avoue que j'avais été assez, marqué, mon enfant était à l'école et il y avait beaucoup de parents qui se demandaient, quel type de handicap elles avaient et en fait, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient pas du tout ce que c'était parce ils ont pas été confrontés donc voilà, c'est pas complètement leur faute, c'est une question de voilà quand moi j'avoue que j'y connaissais rien jusqu'à y être confronté moi-même et en fait, on s'est rendu compte que quand on discutait avec, les parents ou les profs, personne comprenait très bien ce que c'était et on a pris le parti, chaque année, là dans les écoles, il y a une réunion de pré-rentrée là ou de post-rentrée là où les profs, expliquent un peu qu'est-ce qui va se passer pour vos enfants et en fait, chaque année, soit ma femme, soit moi-même, on allait intervenir dans l'école et on expliquait ce que c'était que le handicap de notre enfant. Et notamment, on finissait toujours par ce n'est pas transmissible. Vous n'allez pas l'attraper. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'on disait cette phrase-là et que les gens disaient ah oh, ça va alors. Et ben, on se rend compte un peu du gap qu'il y a dans la compréhension de ce que c'est que le handicap. Avec ce sujet-là, j'avais envie de te poser des questions. Toi qui travailles en entreprise, qui a travaillé dans plusieurs entreprises, qu'est-ce que tu peux dire sur l'inclusion de personnes en situation de handicap peut-être, je sais pas, donner un peu de conseils à ceux qui sont dans cette situation-là pour qu'ils puissent s'engager et le faire, quoi. Ouais, tout à fait, c'est vrai que le handicap, c'est un sujet qui est quand même, malheureusement très méconnu. Les gens sont pas suffisamment, sensibilisés sur le sujet et sont très, ignorants parce que pour eux, le handicap, c'est une connotation, négative et c'est pourquoi, quand j'ai donné ma conférence au secours chez une personne handicapée, dans mon équipe et en fait, cette phrase-là, c'est quelque chose qui se dit, intérieurement, enfin je dis tout ce que les gens ils disent tout bas ils apprennent qu'il y a une personne handicapée qui arrive dans leur équipe et ils paniquent. Et ça se passe, non, cette personne-là, elle va tout bousiller, il y aura des problèmes de communication, voilà, il faut mettre en place des aménagements, poste, oh là là, ça va être compliqué. Et en fait, non. Et c'est pour ça qu'à travers ma conférence, je voudrais déconstruire le fait qu'avoir une personne handicapée dans son équipe, ça ne doit pas être un problème si on met en place des aménagements de poste. Et ça, je l'ai vécu au cours de ces dernières années. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, je ne connaissais rien à mes droits, ni il fallait faire.
Et en fait, tout ce que j'avais, c'était un papier RUTH, pour ceux qui ne savent pas, c'est reconnaissance de travailleurs handicapés, qui me permettait d'avoir des aménagements de poste et donc d'être reconnu en tant que travailleur handicapé pour bénéficier de ces aménagements de poste. Malheureusement, quand j'étais embauchée dans ma première entreprise, on m'a embauchée pour le OTA. Pour ceux qui ne savent pas, le OTA, c'est encourager les entreprises à embaucher 6% de leur effectif des personnes handicapées. Et donc, c'est quand même un tout tranchant, c'est bien parce que ça encourage les entreprises à embaucher des personnes handicapées, mais en ne maîtrisant pas ce sujet-là, elles pensent que les personnes handicapées n'ont pas de compétences et donc elles vont vite les mettre au placard. Ou alors, elles vont préférer payer une contribution financière pour pas embaucher les personnes handicapées. Heureusement, ces situations-là évoluent petit à petit. On parle de communication qui fait autour de la SSEPH, par exemple, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a lieu chaque année. Mais le handicap, il faut en parler toute l'année et non pas seulement cette semaine-là. Et donc, le OTA, c'est important, mais c'est important aussi de faire intégrer les employés handicapés au sein de l'entreprise pour qu'elle puisse faire son travail comme tout le monde, mettre en place des aménagements de poste. Pour vous donner un exemple, après ma première entreprise, j'ai été embauchée dans une de STI à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle un ESN. J'ai mis longtemps à réclamer des aménagements de poste parce que je demandais à avoir une O2 LPC qui est l'équivalente d'une interprète en langue des signes. La LPC est un moyen de communication pour les personnes sourdes et malentendantes, la langue parlée en PT. J'avais demandé à avoir une O2 LPC pour suivre des réunions parce que c'était difficile pour moi de suivre des réunions en état plusieurs. Tout le monde parle en même temps, tout le monde parle vite. Et on me disait, mais non, t'en as pas besoin, tu parles très bien, tu entends bien, tu nous fais répéter quand t'as besoin. Moi, ça me mettait même très mal à l'aise parce que je n'arrêtais pas d'interrompre mes collègues pour qu'ils puissent répéter. Et ça me donnait une charge mentale. Mais à la fin des réunions, j'étais fatiguée. Un bout de 2 heures, sur les lèvres, à essayer de suivre et tout ça. Jusqu'au jour où il y a eu un séminaire de 2 jours et qui était obligatoire. Je leur ai dit, mais faites-moi venir quelqu'un parce que 2 heures, ok, mais 2 jours, je pourrais pas. Alors, ils m'ont dit, oui, ok, on va te faire venir quelqu'un. Et là, ça a fait toute la différence. Ils m'ont dit, mais Emmanuel, qui es-tu? Je te reconnais pas, tu participes, tu poses des questions. Et la personne qui était venue me traduire les échanges, elle a profité pour faire la sensibilisation. Elle me dit, bah oui, elle participe davantage parce que je suis là pour l'aider à transmettre toutes les informations qu'elle a besoin. Vous voyez, elle n'a plus besoin de faire répéter qui ce soit. Elle a tout compris et donc elle pose des questions pertinentes. Forcément, avec l'accessibilité, ça change tout. Et par la suite, ils ont compris et j'ai demandé, j'avais une odeuse à chaque fois, j'en ai besoin. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait besoin de faire un atelier de sensibilisation pour sensibiliser mes collègues sur mes besoins, mais aussi leur faire comprendre qu'on peut travailler ensemble tout en mettant en place certains nombre de règles. J'avais fait en entrant dans ma troisième entreprise. J'ai un service de transcription en temps réel ou une odeuse pour suivre les réunions. S'il y a, je sais pas, ces aides-là, bah alors on va faire en sorte de mettre en place ces règles-là, que chacun parle à son tour, ne parle pas trop vite. Et si on veut interrompre quelqu'un, on fait des gestes, des signes pour dire stop, il y a un souci, ce genre de là. Et mais là, ils me disent, mais grâce à ces règles-là, tu fluidifies les échanges. Ça m'aide, mais ça les aide aussi. Et au final, les aménagements de poste, ça me profite, mais ça profite aussi aux autres collègues. Donc, c'est pour ça, à travers cette conférence que je donne, j'explique que c'est vraiment important de travailler en équipe, de mettre en place les besoins de chacun en fonction de son handicap, parce que les besoins, elles sont différents. Elles sont pas les mêmes. Et j'ajouterais les aménagements de poste, en général, ils sont pris en charge par la GFIP pour les entreprises privées et la FIP pour les entreprises publiques. Donc, tout est vraiment pris en charge.
Moi, j'adore ce que tu viens de dire parce que déjà, moi, quand on me met 2 heures en réunion, j'ai envie de m'échapper au bout de 45 minutes parce qu'effectivement, ça fait beaucoup d'informations et que c'est vrai que ça a une charge mentale qui est quand même assez importante. D'ailleurs, moi, par défaut, mon système de meeting, d'agenda, il met 25 minutes pour tout le monde. Et je fais ça parce que je trouve que c'est une manière aussi d'être un tout petit peu plus efficace. On va un peu plus dans le truc. Donc, voilà, tu as aussi évoqué le fait qu'il y avait des signes pour interrompre. Dans un monde remote, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'absolument tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde fait ça. En tout cas, pour avoir des réunions fluides avec des systèmes de type Zoom ou Google Meet ou autre, on a les espèces de petites mains là qu'on met sur nos logiciels pour dire hop, hop, moi j'aimerais aussi avoir la parole à un moment donné, s'il vous plaît. Et bon, en fonction de la discipline des différentes entreprises, ça se suit plus ou moins. Mais moi, je sais qu'à Docker, par exemple, quand je pose une question, enfin quand je dis une bêtise, je vois immédiatement une dizaine de mains qui se lèvent dans le meeting et je vois bien que bon, voilà, il faut que je m'arrête de parler, que je passe la main. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont assez utiles. Mais avant ça, moi, dans ma vie où je vivais dans des entreprises en me déplaçant dans les locaux, pour certaines réunions où on a envie de mettre en avant le respect de chacun de parler au bon moment, on avait une espèce de bâton de parole là, donc c'est un espèce d'objet, ça peut être n'importe quoi, un feutre ou n'importe quoi, qu'on se passe, et bah, c'est celui qui l'a qui a le droit de parler, et les autres, hop, personne, ils doivent se taire. Donc tous les exemples que tu as donnés, moi, c'est des exemples que j'ai déjà vus en entreprise, qui ont été appliqués pour tout un chacun. Et je trouve ça super que tu donnes ces exemples-là en disant, bah, en fait, moi, j'en ai besoin, mais enfin, ouais, oui, effectivement. Enfin, tous ces exemples-là, ils sont bons pour les autres. Ton parent, c'est le parfait exemple qu'on a mis en place, hein. Ouais, que ça soit en présentiel ou en distanciel, ça marche, vraiment très bien et vraiment ça permet de fluidifier les échanges, hein. C'est vraiment, mais là, il me disait: «Mais j'avais jamais pensé, avant et maintenant, quand ils sont pas avec moi, ils n'hésitent pas à réutiliser, ces règles-là, les bâtons de parole parce qu'ils trouvent justement que, ça rend les échanges de meilleure qualité». Je trouve ça super de faire participer tout le monde et de faire en sorte que tout le monde puisse échanger de manière plus fluide. Et j'ajouterais que c'est pas parce qu'on est handicapé, on n'est pas comme les autres. Enfin, je veux dire par là, c'est que on a des compétences comme tout le monde et on a aussi droit à la parole. Et on a aussi le droit de dire des choses qui peuvent être importantes pour le projet politique. C'est voilà, c'est vraiment le fait. Je te disais l'exemple, je participais pas beaucoup parce que sans le temps d'assimiler toutes les informations, de comprendre et tout ça, c'était difficile pour moi de suivre. Et maintenant, on m'a redécouvert à travers ça, de fait avec l'aide, je puisse participer et me dire, bah oui, tu dis des choses pertinentes. Tout le monde a une voix, même les personnes handicapées ont une voix, ont des choses à dire. Ouais, puis quelque part, le handicap, moi, je le vois comme étant juste, voilà, une facette d'une personne. Je sais pas, moi, par exemple, à Docker, on parle tous en anglais tout le temps. Il y a beaucoup de Français, il y a 50% de l'engineering qui est européen. Donc, j'ai des accents anglais, irlandais. Alors, en Angleterre, il y a un nombre d'accents absolument fabuleux. Là, plus vous montez vers le nord, moi, moins je comprends. Vous avez des accents soit du sud de l'Europe, là, espagnol ou portugais, ou même des tournures de phrases un peu italiennes ou de l'Europe de l'Est, et sans parler effectivement de tous les États-Unis. Bref, là où je veux en venir, c'est que finalement, dans la communication de chacun, notamment quand on doit tous s'adapter à une langue qui n'est pas notre langue native, avec laquelle on a appris, eh ben, on a tous une forme de handicap, entre guillemets, autour de l'utilisation des mots, les tournures de phrases. On a tous un niveau plus ou moins fort là-dedans. Et ça se ressent fortement dans les échanges quand quelqu'un a un petit peu de mal à converser parce que bah, il utilise l'anglais, mais pour lui, voilà, c'est un peu plus difficile, il est un peu moins fluide. Bah, on s'en sort quand même, d'accord. Et c'est pas parce que la personne effectivement a moins travaillé son anglais que d'autres ou a moins eu d'expérience que sa valeur de ce qu'il apporte à l'équipe n'est pas moins importante. Et donc, alors, je fais un parallèle un peu distant parce qu'effectivement, l'apprentissage d'une langue, ça n'a rien à voir avec le handicap. Mais quand on essaie tous de se mettre à un niveau qui est équivalent, je trouvais que ça avait une certaine forme de parallèle autour, en tout cas, du respect, de la bienveillance autour des autres, parce qu'on peut comprendre que chacun a apporté quelque chose et on se met au niveau de celui à qui on a envie d'échanger pour en récupérer ce dont on a besoin. Alors, en tout cas, l'information. Ouais, bah oui, parce que ça, c'est vraiment important de travailler en équipe, hein, soit ses besoins, soit son handicap, qu'on soit valide ou handicapé. J'ai des amis qui m'ont raconté des anecdotes, mais vraiment hallucinantes. Bah, une amie m'avait dit, mais j'ai eu droit à une remarque. Tu dis, mais c'est normal, tu travailles moins vite, tu es handicapé.
ce genre de réflexion qui est malheureusement validiste, il faut le dire, parce que le validisme, c'est vraiment une forme de discrimination vis-à-vis du handicap. Je pense que les personnes handicapées, elles ont moins de compétences que les personnes valides, alors qu'on a fait des formations pour suivre, on a fait des études pour avoir à apprendre les métiers pour tout le monde. Le seul souci qu'il y a, c'est que à cause des préjugés, des méconnaissances autour du handicap, les gens ils croient on est handicapé, du coup on va moins vite, on est moins efficace, on est moins productif, il faut donner moins de travail et on est tout le temps fatigué. Bon, la partie fatigue, ça peut se comprendre pour certaines personnes, mais il faut pas nous infantiliser, il faut pas nous ménager parce qu'on a un handicap. Au contraire, on est là, on travaille, on est ravis de là, on est embauché pour nos compétences. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une amie, d'Annan, qui m'a raconté elle est allée en entretien et en entretien d'embauche et le recruteur à la fin lui a dit: «Bah, c'est bien, vous êtes, handicapée, vous êtes une femme et vous êtes racisée». L'embaucher pour ces 3 critères, je trouve ça hallucinant et Tanal, elle lui a dit: «Mais non, je suis là, pour mes compétences, le reste, c'est tout binef, c'est du bonus». Oui, on remplit d'autres formes de quotas en faisant ça, c'est horrible. C'est ça et malheureusement, il y a une vraie forme de discrimination dans tous les secteurs, hein. C'est, voilà, le sexisme, le racisme, le validisme et on rentre pas dans les critères de la société et il y a une forme de biais, que ça soit conscient ou inconscient de la part des gens qui disent: «Bah, oui, les personnes, elles sont pas comme moi, donc je vais les considérer, moins que moi». Et puis, il y a aussi une histoire de niveau. Je veux dire, moi qui ai embauché, je sais pas, des centaines et des centaines d'ingénieurs aujourd'hui dans ma carrière, le niveau des gens, ou en tout cas l'expertise des gens, elle se découvre au fur et à mesure que la personne travaille avec nous. Et deux personnes qui sortent de la même école avec des expériences, on va dire, donc similaires, vont avoir des niveaux complètement différents. Et ça, c'est pas, enfin voilà, c'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. C'est-à-dire la différence de niveau ou d'appétence pour certains sujets, c'est des choses qu'on apprend quand on travaille avec les gens. Moi, je sais qu'à Docker, on essaie d'avoir des gens qui restent un long moment à travailler avec nous parce que justement, on veut arriver à faire en sorte que chacun grandisse dans l'entreprise, mais aussi que chacun puisse exprimer ce qu'il ne connaît pas, à l'apprendre et ensuite avancer vers autre chose. Donc, cette différence de niveau, je pense qu'elle est à peu près dans tout, quoi, hein. Je sais que par exemple, l'échelle de, on a une ladder, on a ladder parce que c'est des termes anglais, mais on a une échelle qui permet de dire aux ingénieurs s'ils sont niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 8. Et à chaque niveau d'expertise, on a une forme de compétence qui est censée être exprimée. Bien sûr, tout ça, il y a une part de subjectif, mais c'est pour dire qu'effectivement, quand on embauche quelqu'un, même à un niveau particulier, on se dit ah celui-là, ce sera sûrement un staff engineer là, quelque chose qui est quelqu'un qui est niveau 4 parce qu'il correspond bien aux critères de ça. Donc il travaille en équipe, il a déjà géré des projets par lui-même, etc. Même dans une échelle comme ça qu'on essaie de cadrer les gens, on se rend compte qu'il y a une différence de niveau qui est fantastique. Et notre idée à nous tous, c'est bien sûr de prendre ces gens-là et de les amener au niveau du dessus, parce qu'effectivement, ça bénéficie à l'entreprise de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, que je fais un parallèle avec la vie des valides. Voilà. Bah, justement, je voudrais juste compléter parce que justement, c'est bien, vous vous amenez à aider les gens à évoluer de leur poste. Mais ça, l'évolution de la carrière est problématique chez les personnes handicapées parce que pour avoir des formations, pour pouvoir évoluer, il faut suivre des formations. Et pour ça, il faut que les formations soient accessibles. Il y a des budgets pour les formations, mais aussi le budget pour l'accessibilité. Et il y a des personnes qui se retrouvent coincées parce que, justement, ils peuvent pas évoluer. Il y a pas de ménagement par rapport à ces formations, par rapport à ces évolutions et du coup, ils voient leur collègues évoluer tandis qu'eux, ils sont restés au point mort, ils évoluent pas. Petit à petit, ils sont, mis au placard parce que justement, ils évoluent pas. Et ça, je trouve ça hallucinant, hein. C'est pas parce que, on a un handicap qu'on ne peut pas évoluer et il faut mettre en place tout un tas de formations qui soient accessibles pour les permettre d'évoluer, d'apprendre, d'être, au même niveau, que tout le monde. Et quelque part, je pense que si on veut faire un parallèle avec ton intervention au TechRock Summit, justement, où tu vas nous parler d'intelligence artificielle et de handicap, moi, j'avais été assez bluffé parce que tu nous as parlé d'un certain. Je veux dire, la formation, c'est une chose, mais quelque part, les outils qui se profilent à l'horizon, là, auxquels on va tous avoir accès ou ont pour partie déjà accès, c'est assez extraordinaire. Moi, je suis reparti de là en étant
assez bluffé par les choses que tu nous avais un peu montrées là. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs là pour leur donner envie de venir te voir, nous raconter ton sujet autour de l'intelligence artificielle et le handicap? Bah, il faut savoir que, c'est une idée qui me mûrissait depuis quelque temps, parce que moi, j'utilise au quotidien des sous-titres automatiques pour mes réunions. Elles sont pas parfaites, certes, mais ça m'aide à poursuivre. Par exemple, là, on est en train de faire le podcast, je lis sur TV, mais aussi, j'utilise, le sous-titrage, en direct avec, Windows 11 pour pouvoir suivre parce que, lire sur les lèvres, ça me demande de l'énergie et je peux rater, certaines informations. Donc, le sous-titrage, automatique va m'aider à suivre et donc, ça me permet de compléter, voilà. Mais il y a encore des progrès à faire, c'est sûr, hein. Et c'est vrai, et c'est à partir de là, ça m'a dit: «Mais, l'intelligence artificielle, c'est génial, ça va aider beaucoup de personnes, notamment les personnes handicapées». Et donc, j'ai avec, ma binôme, Dana, je lui dis: «Mais j'aimerais bien créer, un sujet autour de l'intelligence artificielle et handicap. Toi, tu es développeuse sourde spécialisée en intelligence artificielle, tu pourrais m'aider à créer ce truc-là». Et c'est parti de là, tous les 2, on a créé, cette conférence pour pouvoir, justement sensibiliser les personnes autour du handicap et l'intelligence artificielle. Il y a des choses qui sont, géniales à utiliser, mais attention, il y a aussi des biais, malheureusement, autour de l'intelligence artificielle. Nous le savons, l'IA est le reflet de la société. Mais l'IA est créée par des gens qui créent des algorithmes, qui entraînent, l'IA avec des données qu'ils ont. Et comme on l'a dit, il y a une méconnaissance autour du handicap sur le sujet et les biais sont ressentis dans l'IA. Pour donner un exemple, je ne vais pas spoiler ma conférence, bien évidemment, mais on demande sur un moteur de recherche une œuvre, de me chercher une image, genre personne handicapée, et le moteur de recherche va me sortir des images de personnes en fauteuil roulant. Or, comme je l'ai dit, 80% des handicaps sont invisibles. Il n'y a pas que le fauteuil roulant. Et cette recherche-là, elle s'est répertoriée sur l'intelligence artificielle qui, quand je lui posais la question, à une journée, par exemple, génère moins de personnes handicapées. Ça m'a généré des personnes à fauteuil roulant. Donc, c'était intéressant d'aborder ces aspects-là, l'impact des outils automatiques dans la vie des personnes handicapées, mais aussi les biais qui peuvent se révéler parfois dangereux. Ouais, et tout ça, ça s'applique, tu le vois, toi, sous le prisme des outils pour personnes qui sont en situation de handicap, mais quelque part, ces histoires de biais, ça s'applique pour absolument l'ensemble des sujets. Donc, je pense qu'on peut. Voilà, moi, c'était dans ce point-là où j'avais vraiment. Alors, moi, je l'ai déjà vu, et pas vous, mais je vous invite tous à venir voir Emmanuel le 7 et 8 décembre prochain pour assister à sa conférence. Juste pour que les auditeurs comprennent bien, là, Emmanuel a un système de reconnaissance automatisé qui permet de retranscrire à chaque fois que je parle, enfin, je dis quelque chose, c'est retranscrit devant elle de manière numérique, quoi, avec le texte qui s'affiche. Donc voilà, elle utilise déjà les outils là maintenant, enfin, en tout cas des outils qui sont disponibles, mais il y a des outils bien plus, on va dire, hype et fancy que l'intégration par défaut de Windows 11, de ça. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire cette petite conversation avec toi aujourd'hui. J'espère qu'on a donné envie aux gens de venir te voir. Je te remercie d'avoir passé le temps à passer ce sujet. C'est un sujet qui est pas forcément facile toujours d'aborder et qui dérange des fois un petit peu. Là, les gens ont pas très envie toujours de voir le handicap et tout ça. Donc, je pense que c'est super bien. Donc, un grand merci. Merci à toi, Jean-Laurent, pour cet entretien. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi, d'échanger sur le sujet. Vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'adore mon métier, je suis développeuse et les nouvelles technologies qui émergent petit à petit et vraiment l'avenir pour moi est très excitante, surtout avec l'intelligence artificielle. Et vraiment, c'est un plaisir de parler ce sujet-là et de présenter cette conférence au TechRock Summit. Merci Emmanuel. Donc le Tech Rock Summit, on se retrouve tous à Tech Rock Summit en 2023, les 7 et 8 décembre prochains. C'est une conférence pour les CTO. Bon, enfin, moi, je suis VP Engineering, ils m'ont invité quand même, donc si vous pouvez aussi venir. Et globalement, c'est une conférence pour les tech leaders. Donc, je serai sur place, Emmanuel sera sur place. On a hâte de vous revoir là-bas le 7 et 8 décembre prochain. Merci beaucoup.